Julie, profil Méret. Donc, à partir de là, c'est à partir de là que l'histoire a commencé. Donc là, vous avez à l'écran le livre qui a été fait à l'occasion de cette exposition. Il est toujours en vente au profit de l'association de guetteurs d'art. Si vous ne l'avez pas, je pense que ça fait partie des œuvres qu'il faut avoir en tant que personne de la région. C'est un ouvrage qui est très riche. Donc là, j'en reviens au moment d'histoire qui s'est passé avec la rencontre de ces photos. Donc en fait, ces photos, elles ont été présentées dans un cadre en bois, et c'était les photos qu'il y avait dans la maison de Julie Méret. Oui, moi je les ai retrouvées dans la maison de l'un des petits-fils de Julie, des petits-fils de Julie, monsieur Gérard Gibert, oui. Et il y avait le cadre que Julie avait elle-même fait avec ces fameuses photos. Il faut dire quand même que jusque-là, jusqu'à l'exposition, extrêmement peu de monde savait qui était l'auteur de ces photos, parce qu'on avait été induit en erreur par ce qui avait été mentionné sur les 2 cartes postales qui ont été éditées à partir de ces fameuses photos. Donc, ce qui est caractéristique, c'est que, en fait, ces photos, elles ont donné naissance non seulement à un document très important pour l'exposition, qui était un document régional, mais également, eh bien, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas quelqu'un qui avait pris des photos, parce qu'il faut savoir que le rapport entre les Moulins et Julie Méret était important, puisque en fait, la famille Méret était propriétaire d'un des moulins qui a brûlé. Celui du milieu. Celui du milieu. Et donc, dans ce cadre-là, elle a pris des photos de l'incendie. Donc ça c'est... De chez elle. C'est là qu'on peut dire qu'elle habitait une grosse maison qui est assez connue à Meaux, notamment parmi les plus anciens hameaux. On l'appelait la maison du docteur... Oui, parce que le docteur Tupin exerçait à cet endroit-là. C'était au-delà du match, pas du match, comment ça s'appelle ? Au-delà du Monoprix. Au-delà du Monoprix, devant le Monoprix, il y avait une maison qui a été démolie lors de l'agrandissement pour faire passer les voitures. Et donc, cette maison était à cet endroit-là. Donc, il y avait la vue depuis les fenêtres de cette maison jusqu'au moulin. Donc, ensuite, je voulais faire un petit moment d'émotion malgré tout, parce que suite à ça, on a rencontré la famille. Et la famille nous a dit, écoutez, on a quelque chose, on a 1000 plaques photographiques faites par Julie. Donc Julie, c'était pas une photographe qui a pris des photos parce que son moulin brûlait. En fait, on a découvert que c'était une photographe très importante. Et je voulais qu'on s'arrête un instant pour faire un hommage à Jacques Gibert qui vient de décéder. Et que je vous propose de faire 30 secondes d'arrêt pour lui rendre hommage, puisque c'est grâce à lui qu'on est là tous aujourd'hui. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que non seulement elle a pris des photos de façon importante, mais vous voyez les boîtes telles qu'elles sont, et vous voyez également sur le côté droit de l'écran le brouillard, c'est-à-dire que les boîtes étaient numérotées, donc avec des numéros de photos qui étaient inscrits sur les plaques stéréoscopiques, et il y avait également le lieu. Oui, chaque photo était légendée. Donc ça, c'est quand même d'une richesse extraordinaire. Et ça, quand on a découvert ça, c'était quelque chose vraiment important. Donc nous, à cette époque-là, on a signé une convention avec la famille Profil, l'association guetteurs d'art et la famille, pour dire, on se propose de valoriser ce fonds et, en plus de ça, de vous aider à organiser
un don vers un musée de mots. Donc, au départ, l'idée plutôt de la famille, c'était de donner au musée Bossuet, mais donc nous, on l'a plutôt orienté de dire au musée de la Grande Guerre, étant donné qu'il y avait beaucoup de photos. 400 photos sur la guerre. Sur la guerre de 14-18. Donc voilà, donc c'est ensuite de cela que le don a été organisé, que l'ensemble des plaques ont été remis au musée de la Grande Guerre. Et ensuite de cela, le musée de la Grande Guerre a entrepris la numérisation de ces plaques. Donc il y a à peu près 400 ou 450 plaques qui ont été numérisées. Et donc vous avez un exemplaire à l'écran des plaques un peu dans leur état original, qui ont été numérisées et qui permettent donc de les travailler et de pouvoir vous les montrer dans de bonnes conditions. Donc Julie, c'est quelqu'un d'important dans le monde de la photographie. Alors on ne le savait pas au départ avant de commencer, puisqu'on pensait que simplement elle ait pris les photos de son moulin en feu. Oui, mais on avait quand même apprécié le sang-froid avec lequel elle avait pris les photos, parce que son propre moulin, qui était en train d'être absolument détruit par l'incendie, il fallait le faire, il fallait un certain sang-froid et un certain courage. Mais effectivement, on s'est rendu compte avec ce fond qu'elle était relativement aguerrie, dans la mesure où elle avait commencé au moins à faire des reportages en 1914 sur la bataille de la Marne, ce qui était quand même déjà une preuve d'expérience d'expérience. Et donc là, on peut considérer, sans trop se tromper, que ça fait partie des premières reporters photographes femmes donc au monde presque. Donc là, c'est quand même un élément qui est quand même significatif. Et pour notre territoire, c'est un élément, une bannière qui est quand même relativement intéressante. Donc là, la photo qui est en dessous, donc, où Julie, avec son vélo, puisque elle utilisait beaucoup son vélo comme moyen de transport, eh bien, vous montre déjà une petite idée de ce qui se passait. Alors, Julie Marie-Louise Profit est née en 1877. Hein, et ce qui est intéressant aussi, on la voit avec son mari, c'était une femme moderne et vraiment intéressante. Et elle s'est mariée avec Gaston-Alexandre Méret. Alors, Gaston-Alexandre Méret, ça ne dit rien peut-être aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est que ce Méret-là, il a été maire, son père a été maire de Meaux. Donc voilà, donc c'est quand même un autre lien qui est un peu significatif. Donc là, on la voit un peu en famille, avec des photos qu'on a pu trouver chez M. Gibert et qui montrent Julie en famille. Alors, je peux rajouter quelques éléments sur la façon dont elle s'y prenait pour prendre ses photos. Ce qui est important, c'est un petit peu comme les peintres qui ont peint en plein air, parce qu'il y a eu une libération technique grâce aux peintures en tube. Ici, c'est un petit peu la même chose. Au lieu de trimballer des énormes et pesantes et encombrantes chambres photographiques, elle a eu la chance d'être là au moment où, à partir de 1903, je crois, on avait conçu des appareils facilement transportables, relativement légers, ils faisaient un peu plus d'un kilo, et vraisemblablement, on l'avait sur une photo précédente, elle a utilisé le Vérascope de Jules Richard. Alors, ce Vérascope, il prenait des photos stéréoscopiques. Bon, je pense qu'elle en était tout à fait satisfaite, parce que c'est quand même magique de regarder avec ce genre d'instrument, ce stéréoscope, de regarder les photos en relief. C'est quand même assez impressionnant. Mais je pense que c'est plus pour le côté pratique
qu'elle avait opté pour ce type d'appareil. Donc voilà, si on résume les pas de Julie, eh bien, Gaston et Julie avaient un moulin, le moulin du centre, celui-ci a brûlé. Comme il a brûlé, eh bien, le 18 juin, dans la une du petit journal. Du 16 au 17. Toc. Je ne sais pas pourquoi. La nuit du 16 au 17. Donc, et dès le 18 juin, elle avait une de ses photos à la une du petit journal. Voilà. Et dans la une du petit journal, il n'était pas indiqué qui avait pris la photo. Et en fait, quand on compare les photos qu'on vous a montrées tout à l'heure avec les cartes postales et les unes, en fait, bah, c'est les photos de Julie. Mais il était indiqué PH Meunier, ce qu'on a pu traduire a posteriori par photo Meunier. Il s'agissait bien d'une photo qui avait été prise par un meunier, puisque Julie l'était, et on n'avait pas sa qualité précise. Donc, sur les cartes postales et dans cette photo du journal, il y avait cliché et photo Meunier, mais on ne savait pas, et nous non plus d'ailleurs, jusqu'à ce qu'au moment où on a travaillé sur les moulins, on ne savait pas exactement qui était l'auteur de ces fameuses photos. Alors, donc, ce qui est important, c'est à partir de là, on est rentré non pas simplement dans les photos du moulin incendié, mais on est rentré dans les photos du fond dont on parle aujourd'hui. Donc là, on a pris cette photo-là pour illustrer le départ du fond, pour essayer d'apprécier et d'appréhender la qualité de la photographe. Donc là, un sens important de l'observation, parce que saisir cet instant-là, de cette manière-là, pendant la guerre, c'est vrai que ça traduit quelque chose qui est important. Il y a un message symbolique, cette chaise abandonnée au milieu de la route, quelques, hélas, corps sur la droite, et il y a une sorte d'image de désolation assez émouvante qui nous met bien en scène par rapport à ces prochaines photos. Voilà, donc il y a à la fois la lumière est là, la composition est là, les éléments de la scène, l'histoire que ça raconte, c'est vraiment intéressant. Donc ça veut dire que, indépendamment de l'intérêt des photographies qui montrent la guerre de 14-18 sous un angle particulier, bon, il y a aussi la qualité photographique. Et on peut s'étonner et rendre hommage à Julie par rapport à ça, parce qu'il n'y avait pas de cours de photographie à l'époque, hein, donc c'était vraiment aussi des pionniers un peu de la photographie. La photographie existait déjà depuis un certain temps, mais ce n'était pas quelque chose qui était répandu. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a découvert une qualité photographique qui est significative. Alors il faut dire que Julie, ce n'était pas une femme comme les autres, donc c'était une femme vraiment moderne. Donc on la voit à cheval en Amazone, donc elle était à la fois libre, aimante, avec une forte personnalité. Donc ça, c'est aussi ce que nous a raconté notamment Jacques Gibert. Donc, et Gérard, je peux citer, elle était très moderne pour son temps, très érudite. C'était une femme d'affaires bourrée d'initiative. Lui était moins entreprenant. C'est elle qui s'est chargée, par exemple, de réinvestir l'argent de l'assurance après l'incendie de son moulin. On la voit là. Donc c'est une femme moderne parce qu'au sens où elle faisait du vélo, du cheval, elle montait en Amazone. Et pour la petite histoire, la selle que l'on voit ici, la selle de son cheval, est au musée Bossuet dans les réserves. Ça fait partie d'un don qui avait été fait au musée Bossuet concernant les mœurs et les coutumes de la région à l'époque vers fin 19e siècle. Donc voilà, donc là le lien indéfectible avec la ville de Meaux, c'est que son beau-père, Alexandre Méret, a été maire de Meaux de 1891 à 1894. Donc là, c'est vraiment un élément qui est aussi déterminant. Donc là, vous avez à l'écran l'écharpe de maire
qu'a porté Alexandre Méret, dont on a pris la photo et qui est dans la famille Gibert, chez Jacques Gibert. Donc voilà, donc là, ça veut dire que, mot fier de notre histoire, eh bien, en rencontrant Julie, on rencontre non seulement une photographe expérimentée, mais on rencontre aussi quelqu'un qui est très attaché à Meaux, dans la mesure où son beau-père était maire de Meaux, qu'elle habitait Meaux, etc. Donc il y a un lien avec le territoire qui est vraiment très, très intéressant. Donc là, on va vous présenter successivement différents secteurs géographiques. Ça sera un peu plus facile pour vous repérer. Et donc là, on va vous présenter tout d'abord Meaux en temps de guerre. Je reviens un instant sur la photo qui est à l'écran, donc qui est une photo qui est traditionnelle de ce qu'on peut voir sur Meaux, mais on voit le cadrage, on voit le bout d'arbre que l'on voit sur la droite, on voit la lumière avec le reflet dans l'eau, on voit, enfin, donc indépendamment de la scène qui raconte notamment les bateaux lavoirs coulés, on voit qu'il y a une qualité photographique et une qualité de mise en scène, de cadrage qui est significative. Et ça, c'est vraiment très intéressant et caractéristique de la manière dont Julie prenait les photos. Et à propos de ces cadrages de feuillage, on ne peut pas ne pas penser à Fernand Pinal, qui lui-même était photographe. En 1913, vous avez peut-être vu, lors de cette exposition, un très beau tableau qu'il avait fait sur les moulins, le café du commerce et la cathédrale. Fernand Pinal s'arrangeait toujours pour faire un cadrage de feuillage. Et à la limite, moi j'ai le sentiment que certaines photos ressemblent beaucoup, sont très proches, celles de Julie et les siennes. Et on peut se demander si jamais ils ne se sont pas croisés et influencés mutuellement. Donc là, on constate que Julie, non seulement était une photographe, mais qu'elle regardait le monde avec attention et qu'elle savait raconter des histoires et jouer avec la lumière. Donc là, c'est quand même exceptionnel pour une photographe de cette époque-là de réunir tous ses talents à son époque. Donc là, on l'a appelé la grande lessive. Ça vous montre la façon dont les troupes lavaient leur linge. Donc ça c'est quand même saisissant d'un moment particulier de la vie locale, avec quelque chose qu'on ne peut pas imaginer si on ne voit pas cette photo. Et cette photo, elle traduit vraiment une façon de vivre et une façon de faire qui est particulière et qui correspond à une époque, elle aussi, bien sûr, très particulière. Elle a pris environ 200 clichés de mots pendant cette période. Dans la photo précédente, on voyait les bateaux lavoirs couler. Ce qui est intéressant de savoir, mais vous le savez vraisemblablement, c'est qu'il y avait énormément de bateaux de bains-douches, de bateaux lavoirs, de buanderies sur la Marne. Il y en avait environ au moins une vingtaine. Et ces bateaux ont été coulés le 3 septembre 1914 par le Royal Engineers britannique, qui a fait en même temps sauter quelques passerelles et quelques ponts, même beaucoup de ponts, on va le voir par la suite. Donc là, par rapport à ce que disait Bernard, donc dans le fond de la photo, là, vous voyez, là, c'était des bains, c'était effectivement des bains douches, quoi. Donc voilà, donc là, cette photo-là, elle exprime encore la qualité du photographe. Donc là, c'est une vue qui montre, cette fois-ci, qui n'est pas tournée vers la cathédrale, mais qui est tournée de l'autre côté, avec le quai Jacques Prévert sur la gauche. Et donc là, la mise en scène avec le premier plan
tout ça, c'est quand même d'une approche photographique qui est quand même oui, mais plus que ça, presque picturale. Oui. Donc voilà, là on est sur la passerelle du marché, et donc cette passerelle qui faisait la liaison entre les deux quartiers qui arrivait au niveau de la passerelle qui avait été reconstruite, qui était en béton, mais là, cette passerelle-là, elle était en bois. C'était une passerelle on l'appelait la passerelle du sieur Bakwa. C'est lui qui avait initié ce passage extrêmement important, puisque ça allait du centre-ville au marché. Il faut savoir qu'à l'époque, pour aller dans le marché, mis à part le pont du marché, il n'y avait rien d'autre. Donc ça veut dire que la passerelle ajoutait une liaison piétonne entre le centre-ville et le quartier du marché. Bon, une petite anecdote personnelle sur cette photo, c'est que la maison qui est adossée au bâtiment Coppellet, pour ceux qui savaient, eh bien, je suis né dans cette maison. Donc, voilà. C'est rigolo. L'histoire nous rattrape. Ça, c'est une photo intéressante. C'est l'accès au moulin de l'échelle. De l'autre côté, il y avait justement cette fameuse échelle qui a donné son nom à ces moulins et qui était extrêmement peu praticable. Mais cette passerelle-là, comme vous le voyez, elle est endommagée, mais pas complètement coupée. Et on peut raconter à cet égard une petite histoire d'un officier allemand qui voulait aller de l'autre côté vers le marché et qui pensait pouvoir passer là, comme beaucoup le faisaient, parce qu'on pouvait traverser les moulins et accéder à l'autre rive de la Marne. Cet officier allemand a dû rebrousser chemin, voyant qu'il ne pouvait pas y aller, et à son retour, il s'est fait cueillir et il a été emprisonné. Donc voilà, et là, on parlait tout à l'heure des ponts qui avaient été... les arches de pont qui avaient été enlevées par les Anglais au moment où ils ont battu retraite. Eh bien, donc là, c'est le cas au niveau des moulins. Sachant que là, on est sur le pont qui est rétabli provisoirement pour pouvoir faire utiliser toujours cette liaison. Donc alors, là... Pardon, cette photo, notamment la photo de gauche, elle nous est très familière parce qu'il y a eu énormément de cartes postales sur le même sujet, et il y a eu aussi des œuvres du Fernand Pinal dont je parlais tout à l'heure. Alors c'est troublant parce que moi j'ai recherché si c'était elle qui était à l'origine des cartes postales. On le verra sur d'autres lieux, notamment à Barcy. Elle avait des points de vue strictement semblables à ceux des photographes des cartes postales, mais je n'ai pas vu que ça pouvait être elle qui était à l'origine de ces fameuses cartes. Alors, ce qui est intéressant également, c'est qu'on retrouve, par exemple, sur la photo de droite, aussi une qualité de cadrage de lumière, etc., qui est vraiment assez fabuleuse, et qui met aussi une vue des moulins qui n'est pas la vue habituelle. Il y a énormément de photos des moulins de face, d'arrière, mais cette vue sur le côté, en fait, elle est assez rare. De même, sur le plan pictural, que ce soit des peintures, etc., cette vue-là a été peu faite aussi également. Donc là, c'est vrai que là, c'est des photos qui peuvent provoquer une certaine émotion, puisqu'on se rend compte cette fois-ci, là c'était les dégâts de la guerre, et là on voit ce qui se passe dans la ville et les troupes qui étaient présentes à l'intérieur de la ville. Et donc là, on se rend compte effectivement que Meaux était vraiment au cœur du conflit et était vraiment occupé par les militaires de façon très importante. Donc là, cette photo-là, elle est intéressante aussi parce que c'est la place Lafayette. Alors la place Lafayette, elle a plus beaucoup aujourd'hui cours, puisqu'en fait, elle a été traversée par
par une autoroute en fait qui aujourd'hui est encore présent. Mais avant, entre la gare et le centre-ville, il y avait une place rectangulaire qui était très grande. Et c'était cette place-là, là, avec un kiosque au milieu, qui était la place Lafayette. Et là, je ne sais pas si vous voyez le nombre de véhicules qui sont présents sur la photo, c'est quand même impressionnant de voir cette... Alors vous voyez également en fond, en transparence sur le fond, vous voyez la cathédrale sur le côté gauche qui apparaît et qui émerge à cet endroit-là. Donc c'est vrai que c'est un endroit qui sur le plan stratégique pour la ville, était un endroit vraiment particulier et un endroit où il y avait beaucoup d'échanges qui se faisaient, puisque c'était un lieu où les gens se retrouvaient aussi autour du kiosque à cet endroit-là. Donc là, on va sortir un peu de la ville de Meaux. Et donc là, on vous montre une destruction significative, c'est une des cloches de l'église de Barcy. Oui, cette cloche de l'église de Barcy qui gît à terre, elle est, à mon sens, assez symbolique de cette espèce d'effondrement brutal qu'a été cette bataille de la Marne. Cette bataille de la Marne, du 5 au 12 septembre, on peut dire, je parle sous le contrôle de M. Pesant, avec qui on a travaillé pas mal sur le sujet. Ouais, cette photo, elle est assez forte, parce qu'on est vraiment dans une espèce... Mais elle peut même plus sonner le glas, ce qui est un petit peu paradoxal pour une cloche d'église, de village. Je pense que elle est victime du bombardement du 9 septembre. Barcy a été bombardé le 9 septembre. Alors, on voit sur la photo de gauche, on voit bien le clocher, comment il a été entaillé, et la raison pour laquelle la cloche, on l'a retrouvée en quelque sorte en bas. Oui, un petit commentaire sur les clochers qui ont curieusement été... On aurait pu penser qu'ils seraient épargnés, que les églises seraient épargnées. C'était a priori pas des lieux stratégiques. Les Allemands ont pensé le contraire. C'était pour eux, au contraire, des endroits desquels on pouvait avoir une vision du champ de bataille, à tel point que, par exemple, à Varennes, qui a été épargné, par contre, le curé, lui, n'a pas été épargné, parce qu'on le soupçonnait de faire du haut de l'église de Varennes des signaux, et pour, comment dire... prévenir. Du coup, on l'a pris, le pauvre curé a été pris en otage avec 11 autres personnes, dont le sort a été plus ou moins malheureux ensuite. Voilà les clochers, parce qu'on va en voir d'autres sur les photos. Quand on dit le pauvre curé, il était très âgé, ce monsieur. Pardon ? Il était très âgé, ce pauvre curé. Il avait 74 ans. 74 ans. Ouais. Je crois qu'il n'arrivait pas à monter au clocher. Il n'avait pas la force d'y aller. Donc voilà, là encore des photos qui sont assez saisissantes de l'horreur de la guerre et qui mettent en lumière effectivement le caractère vraiment dramatique des choses. Et c'est vrai que c'est le type de photo qui provoque une émotion rien qu'à les regarder. Donc cette émotion, elle est non seulement sur ce qui se passe sur la photo, mais la façon dont elle a été composée, construite, etc. Donc je pense que là, on a aussi le talent de Julie pour raconter une histoire et pour être le témoin de quelque chose qui était vraiment extraordinaire. Mais ça devait se passer sur la route de Barcy à Marcilly. Donc là, on est à Chambry. Et le mur du cimetière, donc il avait été utilisé comme mur défensif en fait. Et donc là, on voit ici dans les trous qui sont présents là, un peu partout, des meurtrières qui permettaient effectivement de tirer
sur l'ennemi. Alors, précisément, c'est dans la nuit du 5 au 6 septembre que les Allemands se sont retranchés dans ce cimetière, qui ensuite a été repris le 7 septembre par les troupes françaises et utilisé comme ligne de défense. Le cimetière, si vous y allez, a gardé encore un pan de mur avec ses meurtrières ou ses improvisés. Et puis, hélas, il abrite de nombreuses tombes de ceux qui sont restés. Donc là, c'est pareil, là, on est aussi dans l'intensité dramatique des événements, et donc avec les véhicules qui viennent compléter un peu cette intensité dramatique. Donc là encore, c'est un moment d'histoire qui est saisi par Julie et qui permet de nous délivrer aujourd'hui, ce qui est exceptionnel. Et on pouvait se demander comment Julie allait, parce que vous allez voir, elle a quand même arpenté la plupart des villages qui ont été meurtris lors de la bataille de la Marne, ce qui, de mots, fait quand même ça fait pas mal de kilomètres pour quelqu'un qui va à bicyclette. Cette photo nous permet, parce qu'elle est en corrélation avec d'autres, de voir qu'elle pouvait être de temps en temps, ou même peut-être la plupart du temps, on ne sait pas, accompagnée par un mystérieux monsieur au visage mince, la barbe très noire, chapeau melon, qu'on appelle entre nous Landru. Et c'est pas la seule photo où on voit ce personnage. Donc, mais par contre, je suis désolé, mais on ne sait rien sur ni son identité, ni sa relation à Julie. Je ne pense pas qu'il était simplement chauffeur, parce que sur une autre photo, on le voit dans une voiture, debout dans une voiture, avec le chauffeur de la voiture. Donc voilà, Julie était quand même organisée. Il est vrai qu'elle faisait la plupart du temps ses déplacements en vélo. On voit d'ailleurs souvent les vélos posés à droite ou à gauche sur les photos. Mais elle ne faisait pas que ça. Elle était accompagnée en voiture. Donc là, c'est également la même intensité, la même qualité photographique, avec des zouaves qu'on voit notamment ici en second plan. Et là, oui, c'est pareil, on est avec des récoltes qui ont été faites. Ça correspond à la date, effectivement, de la guerre. Donc là, c'est pareil. Donc là, on est à Vared, en fait. Donc on est à Vared. On a aussi une certaine intensité aussi avec la présence du vélo qu'on voit souvent dans les photos de Julie, et puis le caractère d'impact sur la végétation, sur les gens, sur tout ce qui est également infrastructure, et qui met en évidence la guerre dans tout ce qu'elle a d'horrible. Et le fameux accompagnateur mystère. Donc là, ce qui est également intéressant, c'est qu'on voit que Julie n'a pas photographié que des personnages ou des mises en scène de la guerre, mais également un certain nombre de dégâts de guerre qui ont lieu sur des matériels. Et ça, c'est vrai que c'est assez original. Et on voit son esprit de curiosité et son esprit de reporter d'aller saisir les éléments qui sont importants pour les inscrire en quelque sorte dans une certaine éternité. Ici, ça se passe vraisemblablement à Marcilly,
où il y a un ramassage de douilles d'obus de 75 qui ont été dénombrées aux environs de 5000. Donc là, c'est pour vous montrer que la moisson, la deuxième moisson, c'était la moisson des douilles, et que la moisson était très très fructueuse au niveau des douilles. C'est quand même impressionnant, ça veut dire qu'il y a eu quand même une pluie d'obus qui était quand même colossale sur ces terrains-là, et c'est vraiment... Alors, on vous a mis exprès cette plaque stéréoscopique pour être dans l'histoire et dans les documents qu'elle a laissés. Donc là, on a une plaque brute, donc qui est cassée en partie. Donc voilà. Alors, elle est cassée en partie, on peut se demander, mais pourquoi les plaques sont cassées? Eh bien, effectivement, c'est une anecdote intéressante, le cassage des plaques. C'est que, en fait, donc Julie a été grand-mère. Et donc, en fait, le jeudi quand il n'y avait pas école à l'époque, ben, les enfants, ils ne jouaient pas trop à la console, ils n'étaient pas trop sur leur portable, ils ne faisaient pas trop ça. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les plaques et ils regardaient les plaques stéréoscopiques. Et donc, du coup, il y a eu un peu de dégâts dans les plaques à cette époque-là. Avec ça, oui. Donc voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la volonté aussi de Julie d'informer et de transmettre. Et cette information, elle est vraiment intéressante et pertinente. Pour quelle raison? C'est que si elle n'avait pas fait cette information, eh bien sans doute qu'on ne serait pas là aujourd'hui parce que ça aurait disparu. Tandis que là, l'intérêt porté par les petits-enfants sur ces plaques, ont fait qu'elles ont été conservées. Oui, et qui ne voulaient pas qu'elles disparaissent de façon maladroite. Je peux faire un tout petit saut en arrière, parce qu'on a vu les oeuvres, et puis on était un petit peu silencieux devant cette photo. En fait, c'est les oeuvres de la 45e division d'Afrique qui étaient venus justement reprendre le cimetière de Chambry occupé par les Allemands. Voilà, alors il y a eu dans les fermes qui étaient pas forcément dans les villages, mais dans les fermes un peu isolées, il y a eu également beaucoup de dégâts pendant cette période. Et là, on a la ferme Profit à Neufmontier, donc qui a particulièrement souffert et également à cet endroit. Et vous aurez corrigé vous-même, on est bien en 1914. Oui, pas 74, c'est un 7. On peut dire à ce niveau-là que Julie s'est attardée souvent, longtemps, sur des fermes anéanties, brûlées ou détruites. C'est pas tout à fait par hasard, c'est que certaines faisaient partie de sa famille. On peut penser à celle-ci en l'occurrence. On verra tout à l'heure la ferme Boufflers à Nogent, pas à Nogent bien sûr, et puis sans doute des fermes de clients, amis et clients qui alimentaient le fameux moulin, des céréaliers qui permettaient aux mairies de faire leur métier. Donc on a très peu de vues par rapport à ce qui a été pris, mais c'est incroyable, on le comprend, c'est qu'il y avait une dimension affective très forte pour Julie dans ces fermes. On la verra d'ailleurs à un moment un petit peu consternée, appuyée à un mur, en train de regarder avec effroi ce qui se passe. Donc voilà, donc là dans le même souci aussi de premier plan et de prise de lumière, donc on a également ça qui est vraiment intéressant. Donc là, on est... D'ailleurs, je parlais de Julie Adossé, elle est là. Donc là, c'est des dégâts à l'intérieur de la ferme, avec forcément, une fois que les obus sont arrivés, eh bien, tout ça a pris feu, et donc ça a provoqué des incendies qui ont ravagé, en fait, l'ensemble de ces espaces-là. Donc là, on est en novembre 1914, on est à Villeroy, c'est la fête des morts.
Et là c'est pareil. Donc on a vraiment une intensité historique, en fait, qui nous est délivrée par ces photos, qui est vraiment intéressante. On est à ce qu'on appelle la Grande Tombe, qui est une nécropole nationale. Il y avait eu 133 tués le 5 septembre, et Charles Péguy, le poète écrivain, faisait partie des victimes. Ce lieu est devenu un lieu de mémoire très important, encore aujourd'hui énormément visité. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est classé au... Voilà. Merci, monsieur le Président. Et donc là, on est sur la ferme Boufflers. Donc là c'est pareil. Donc à la fois, ça illustre les dégâts, mais à la fois, il y a une mise en scène artistique. En fait, on a une vision à la fois de l'horreur des dégâts, mais aussi de la magie de la photo qui met en lumière la façon dont la charpente métallique a souffert lors de l'incendie et qui a dessiné quelque chose dans un fond de ciel qui est quand même assez intéressant au niveau pictural. Cette ferme Boufflers a été exploitée par l'arrière-grand-père et le grand-père de Patrick Gibert, le mari de Dominique, et le fils l'arrière-petit-fils de Julie. Donc ils sont toujours là. Et ce qu'on voit, ce qu'on va découvrir, c'est qu'il y a eu vraiment une bataille incroyable dans cette ferme. Il y a un récit intéressant de Thomas Gaston que vous pouvez trouver sur Internet du 4 au 9 septembre. C'est la vision de l'un de ces pauvres soldats qui nous raconte ce qui s'est passé, sachant que ces ferrailles tordues des hangars de la distillerie et de la râperie sont dues à l'incendie que les Allemands ont allumé en partant. Donc voilà, donc là vous avez une autre photo, là aussi dans la mise en scène photographique et dans le travail photographique qui est vraiment très intéressante et qui met en évidence quelque chose où on sent l'artiste qui saisit un moment particulier et qui sait valoriser cet instant et le figer dans quelque chose qui est particulièrement harmonieux et où la lumière est vraiment bien présente et donne à voir et raconte une histoire tout à fait particulière. Donc là, on est à Douy-la-Ramée, donc le moulin de la Terroine. Donc là, c'est pareil, qui a été incendié également. Le 5 septembre 1914. Alors là, c'est effectivement aussi pour affaiblir les ressources. Plus de moulins, plus de farine, plus de pain. On comprend pourquoi les moulins aussi ont souvent été victimes des attaques. Les fermes et les moulins. Donc là, on est à Crégillémaux, on est dans la ferme de Chérioulet. Et donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que une fois que Julie avait trouvé en fait cette illustration un petit peu particulière de mettre en valeur des fers calcinés, ben donc du coup, elle a pris plusieurs photos à différents endroits de ça. Donc c'est la démarche artistique dans un contexte tout à fait particulier est à saluer. Là, ça n'avait pas le choix, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Donc là, c'est l'église des Tavigny. Donc là, on voit les dégâts très importants également sur cette église. Et encore une église. Là, on est à Trossy-en-Mulcien. Donc
Donc là, on est au plus près de la bataille, en quelque sorte, puisque on est avec les canons qui sont présents sur place et avec différentes prises de vue qui ont été effectuées à cet endroit-là et qui sont intéressantes et qui racontent ce qui se passe. Les lieux ne sont pas toujours précisément indiqués. On est soit par de Trossy, de Vincy-Manœuvre, mais on est sur le même genre d'image où, au lieu de ramasser les betteraves, on essaie de ramasser les douilles de buis. Et vous voyez plus, mais sur la droite, c'était la tombe d'un officier allemand. Alors là, il me manque une photo, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été prise. C'était Trilport, les ponts de la Marne. Donc ça, c'est relativement important aussi. Elle a beaucoup documenté en photo les ponts de la Marne. Je ne sais pas pourquoi la photo n'apparaît pas. Mais donc là, on est effectivement sur les ponts qui ont été dynamités. Et donc là, elle a fait tout un tas de photos qui sont vraiment assez... Les deux ponts, le pont routier et le pont ferroviaire, ont été démolis par les Britanniques le 3 septembre, lorsqu'ils ont voulu essayer de couper l'avancée des Allemands. Et là, par exemple, sur cette photo-là, on a vraiment, c'est pareil, une mise en scène qui raconte vraiment, qui raconte ce qui se passait à cet endroit-là. Et franchement, il y a une composition, une lumière, les ombres portées, ici les gens. Enfin voilà, il y a tout un ensemble qui fait que c'est vraiment d'une qualité photographique qu'on peut tout à fait apprécier et qui est... Là, il s'agit donc de la mise en œuvre de ponts provisoires. Voilà, oui. Tu la passes là-bas ? J'ai un petit souci, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais faire autrement. Il y a un problème avec le PDF, je ne sais pas ce qui se passe, on va faire autrement. Parce qu'il n'arrête pas d'analyser le disque amovible alors que je ne lui ai rien demandé. Je vais remettre le PowerPoint à la place. On va voir si ça va mieux. Alors, en attendant, pourquoi les fermes ont été incendiées? Tout simplement, les Allemands, en se repliant, ont utilisé des bâtons de résine pour brûler les fermes. Et pourquoi brûler les fermes? Parce qu'en fin de compte, on était donc au mois de septembre, la récolte était terminée, et donc on a brûlé ce qui avait été récolté ou stocké dans les hangars ou dans d'autres bâtiments annexes de ces fermes brillantes. En parallèle, n'oublions pas que dans ces fermes, les hommes sont partis au combat. Ils avaient entre 20 jusqu'à 48 ans pour des actifs et des réservistes. Les chevaux avaient été réquisitionnés, les meilleurs. Les bœufs avaient été réquisitionnés. Et lorsque les hangars ont été incendiés, tout le matériel agricole n'est plus utilisable. Vous pensez qu'il n'y a plus que des hommes, des femmes âgées et des enfants qui vont exploiter. Mais après ce désastre de toutes ces fermes, de ces moulins, il n'y a plus de possibilité puisque on pourra pas, pour la prochaine récolte, on ne pourra pas stocker puisque les hangars sont détruits. Donc d'où l'intérêt, c'était de casser un peu, entre guillemets, l'économie agricole. Donc c'est pour ça que vous avez toutes les fermes qui ont été incendiées. Elles n'ont pas été bombardées, elles ont été incendiées. Et notamment le moulin de la Ramée, puisqu'il était à l'intérieur, il y avait des stocks de blé ou de farine. Voilà. Merci d'avoir fait ce pont. C'est pour... Donc on ne va pas le détruire.
Donc là, effectivement, vous avez cette vue-là qui est intéressante parce que ça montre les deux ponts à la fois, et un qui est en partie rétabli et l'autre qui l'est pas. Donc Julie était présente localement. Il y a cette photo-là aussi que je trouve assez extraordinaire au niveau qualité photographique, qui met bien en évidence le travail du génie pour remettre en place un pont provisoire. On dit un pont provisoire, c'est pas sur Trilbourg, géographiquement parlant, on ne sait pas. Si, c'est à cheval, c'est les ponts qui traversent la Marne, en fait. Oui. C'est Trilport, Poincy, Trilport-Mont, quoi. Enfin, voilà. D'ailleurs, il y a une voiture d'officier allemand qui n'a pas su que le pont avait été détruit, qui, au cours de la nuit, s'est embarqué tranquillement Voilà. et a fait une chute, Voilà, une chute fatale dans la Marne. Alors là, on passe à la catastrophe ferroviaire de Marie-sur-Marne, que M. Pesan a bien documenté dans un écrit récent du musée de la Grande Guerre. Et donc, Julie était là aussi pour prendre des photos et puis immortaliser cet instant-là. Donc là, alors ce qui est intéressant, et c'est M. Pesan qui l'a retrouvé, en fait, donc là, on a une photo prise par Julie et une publication dans un journal anglais. Donc, et c'est la photo. Donc ça, c'est quand même un élément extraordinaire. Et donc là, on voit bien que Julie, c'est pas une photographe comme les autres, quoi. C'est pas un amateur. C'est quelqu'un qui vraiment a travaillé sa technique photographique et a laissé des traces d'un patrimoine qui est significatif. C'est vrai que la composition même de cette photo, elle raconte beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est passé à cet endroit-là. Et je pense que c'est un témoignage qui est vraiment très, très riche. Et là encore, c'est le 16 septembre. Si ce train est tombé, c'est qu'il y avait eu une erreur d'aiguillage. C'était un train de blessés et les pauvres allaient se transformer en 24 morts. C'est une erreur fatale. Et ça a permis à Julie de faire des photos, vous allez les voir maintenant, tout à fait voilà, bon, impressionnant. Cette photo-là dans le cadrage, le premier plan, le second plan avec le pont coupé derrière, enfin franchement, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très riche et qui est vraiment très pertinent pour raconter une histoire, pour traduire une émotion, c'est vraiment un témoignage avec des éléments de détail, c'est-à-dire plus on regarde les photos, plus on trouve des détails qui sont intéressants. Par exemple, ici, vous avez la brouette qui est là, vous voyez. Donc voilà, tous ces éléments, en fait, on sent qu'elle n'a pas fait comme on fait aujourd'hui avec notre portable, où on sort notre téléphone et on fait clouc, 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 et puis on en prend un maximum. Donc elle a pris des photos, mais elle les a choisies, travaillées, et elle a pris du temps pour le faire, pour arriver à ce résultat. Donc là, je fais une petite intervention. Elle ne pouvait pas faire des photos en rafale, déjà. Et puis, il faut quand même se rendre compte que les plaques photographiques étaient extrêmement coûteuses. Donc, je pense qu'elle ne devait pas non plus photographier des choses qui n'avaient qu'un intérêt médiocre. Et là, on a quelque chose d'extraordinaire comme témoignage. C'est les scaphandriers qui... Là, on est vraiment dans du reportage. Donc là, franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de photos qui montrent ce moment qui est particulier et aussi qui raconte un métier qu'on pouvait complètement ignorer. Moi, je ne pensais vraiment pas qu'en 1914, il y avait des scaphandriers qui descendaient pour réparer le pont, quoi. Enfin bon, c'est un truc... c'est vrai que c'est saisissant.
Donc les ponts n'étaient pas très en forme. Donc là, c'est le pont d'Ille-les-Meldeuses. Ils l'ont refait d'ailleurs. Ils l'ont rénové. Oui, ils l'ont rénové entièrement récemment. Donc là, Chalifert, donc c'est un peu la même chose. Là, vous avez sans pont et avec un pont provisoire qui a été remis. Donc on voit que Julie, elle n'était pas simplement au Meaux et aux alentours immédiats, mais elle a rayonné quand même de façon un peu significative. Lagny aussi, une histoire encore de pont aussi à Lagny. Je reviens sur Ille-les-Meldeuses parce que c'est peut-être intéressant de signaler qu'il a été détruit le 8 septembre par les Allemands lors de leur retraite. Donc là, on est situé à Lagny. On voit également le travail, par exemple, sur la photo de droite, ici, le travail de composition aussi, qui est vraiment intéressant au niveau de la photo. Et puis, ce témoignage de la façon dont on faisait à l'époque les ponts provisoires pour refranchir la Marne. Donc voilà, c'était une bardée de péniches les unes contre les autres, et on utilisait les péniches pour pouvoir traverser la Marne. Donc après, avec Gaston, on sent dans ce que nous ont dit les petits-enfants, etc., et dans ces photos, qu'il y avait une intimité et un respect mutuel entre Gaston et Julie, et qu'ils faisaient beaucoup de choses ensemble, en fait. Et là, on les voit donc au Chemin des Dames en 1918. Donc on retrouve Gaston et Julie qui sont ici. Oui, c'est une preuve importante et intéressante de l'investissement de Julie et de sa curiosité concernant justement la guerre 14. Non seulement elle a fait elle-même le plus possible des photos d'un réalisme incroyable, mais en allant un petit peu partout, là où la guerre avait sévi, mais elle a acheté également des photos de la guerre 14, la vie dans les tranchées. Elle a 2 ou 3 boîtes qui sont consacrées à ça, comme si elle voulait avoir une véritable expertise sur les champs de bataille et la façon dont ça se passait. Donc elle est allée jusqu'à visiter le chemin, aller au Chemin des Dames, qui était un autre lieu de mémoire incroyable, avec son mari. Ça prouve que vraiment, d'un bout à l'autre, elle était investie au maximum. Donc voilà, cette plaque-là aussi est assez symbolique et je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Donc c'est Gaston qui est là-haut. Enfin, a priori. Hein. Oui, les photos n'ont pas été nécessairement prises par elle, parce que surtout la précédente, où on les voit ensemble, donc ils devaient être accompagnés de quelqu'un qui n'avait pas forcément non plus un savoir-faire suffisant pour nous offrir les belles photos que décrivait Michel tout à l'heure. Alors, Julie couvre les événements meldois. Donc là c'est l'endroit, la maison où Julie habitait, en fait. Et donc là, ce qui est intéressant, là, on est en 1920. Donc on est dans la crue de 1920. Et donc là, on a Gaston qui est là. Et on a Suzanne, leur fille, qui est dans la brouette. Donc, Suzanne, sachant que Julie et Gaston ont eu une deuxième fille en 1908, mais qui est décédée l'année de sa naissance. Donc là, c'est pareil. Bon, c'est une photo où il y a un travail de mise en scène. C'est pas simplement je saisis l'événement, mais je mets en évidence et je raconte une histoire. Je crois pas que c'est plutôt un travail de mise en marne. Oui, peut-être. Ouais. Oui, mais la marne va dans la scène. Bon, on peut remarquer que les photos qui ont été prises en 1920 de l'inondation en janvier sont vraiment très très comparables à celles qu'on avait eues en 1910. Les crues étaient quasiment les mêmes.
Donc voilà, et on voit bien à la fois les vieux moulins et les moulins de l'échelle et l'impact de la crue sur ces moulins. Donc là, c'est pareil, sur cette vue-là qu'on retrouve, on l'avait tout à l'heure avec le pont coupé. Donc là, c'est un peu la même vue, mais avec la crue. Et cette photo-là qu'on retrouve assez souvent, dans beaucoup de cartes postales notamment, Oui. qui met à fleur le pied des vieux moulins. Il y a eu un petit carnet de photos d'ailleurs de la crue de 1920, où on pense que c'est tout à fait comparable. Elle a fait 14 clichés sur les inondations de 1920. Et là, on retrouve la vue qui est pratiquement devant chez elle. Donc on est au bout du cours Raoult. On regarde la Marne, mais pas du côté du moulin. On regarde le long du quai Jacques Prévert, avec par exemple cette maison-là, celle-là elle existe encore. Non, elle a été détruite. Enfin, elle existait il n'y a pas longtemps. Et à gauche, c'est la poste. Et là, c'est la poste aujourd'hui. Oui. Voilà. Celle-là, elle a existé pendant très longtemps. Enfin, sa destruction est récente. Donc 1920, anniversaire de la bataille de la Marne, et là il y a du beau monde de présent. Oui, il y a du beau monde, puisque il y a bien sûr Georges Lugol qui était le maire à l'époque. Il y a M. Mitterrand, le président de la République. Il y avait le maréchal Joffre, Foch aussi, et le général Monori, qui s'était battu contre von Kluck et qui a été blessé et était devenu aveugle, je crois. Oui. Oui, Monori. Oui. Novembre 1914, dans les tranchées de Vingré. Le jour précis de cet anniversaire, on l'a pas trouvé. C'est le jour de cet anniversaire de la bataille de la Marne en 1920 à Meaux. Bon, et le jour précis, je sais pas. Et donc là, on retrouve les moulins. Alors, ce qui est quand même saisissant, c'est qu'on est en 1920 et que c'est dans les dernières photos des moulins avant que le mois de juin et qu'ils prennent feu. Et donc là, ils ne sont pas boisés avec des banderoles, honneur à nos morts, etc. Vous ne pouvez pas lire la banderole, je vous la lis. Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle. Donc là c'est pareil. On voit notamment dans la photo de droite la façon dont est saisi l'événement. On voit que non seulement donc on parle des lieux, mais on parle aussi de ce qui se passe sur ces lieux-là. Et c'est ça qui est très intéressant avec Julie, c'est qu'à chaque fois, elle nous raconte une histoire dans les photos qu'elle nous transmet, que ça soit sur cette photo-là, également sur cette photo-là, etc. Donc là, on a vraiment un témoignage, je trouve, qui est très précieux et très riche. Donc là, c'est pour montrer la foule qui était présente. Donc là, on se retrouve, c'est pareil, la poste est là maintenant. Donc là, la foule était présente en nombre à cet endroit-là. Donc là, on est en 1921 pour montrer que Julie, elle s'est intéressée à la guerre, mais aussi elle s'est intéressée aux événements qui se passaient à Meaux. Oui, c'était le 6 juin 1921. Elle a pris 8 photos de ses funérailles. Et là, vous voyez l'endroit où on est au bord de la place Henri IV. Ici, on a le théâtre, le théâtre qui est le Majestic aujourd'hui. Et donc on a le café ici qui est encore présent aujourd'hui.
Et on voit la procession qui se déroule, et Julie nous raconte l'histoire de cette procession. Donc 1922, anniversaire de la bataille de la Marne encore. Le 10 septembre 1922. Avec du beau monde. Avec du beau monde, encore un président de la République, M. Poincaré. Et puis Les officiers étrangers. Pardon ? Les officiers étrangers. D'accord. Et il pleut. Petit détail. Donc là, la Saint-Fiacre, Faubourg Saint-Nicolas, qui est toujours fêté d'ailleurs, Faubourg Saint-Nicolas, la Saint-Fiacre. Donc voilà, donc on voit qu'à chaque moment de la vie, en quelque sorte, de la vie meldoise, eh bien, Julie, elle était là avec son appareil et nous faisait un reportage particulièrement saisissant. Donc la procession de la Saint-Fiacre. À gauche, c'est l'école Henri IV. Le square Marbeau. Oui, c'est le square Marbeau. L'église Saint-Nicolas est sur la gauche. Alors là, c'est également un témoignage intéressant, parce qu'il faut savoir que la plus vieille association meldoise est une association d'aviron. Et donc là, on avait une régate aux basses fermes, voilà, et puis Julie qui prend cette régate, et le témoignage est relativement riche, avec également le vélo, les gens qui regardent, les différentes embarcations, ce qu'il y a autour, l'arbre sur le côté. Voilà, bon, c'est pareil dans du Julie en matière de composition photographique et dans quelque chose qui témoigne de façon très importante ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut nous transmettre. Et Julie a continué à photographier et à refotographier sans cesse. Pour finir, l'essentiel du fond est constitué des photos qu'elle faisait dans ses voyages à travers la France. On ne les a pas encore étudiées, on ne sait pas ce qu'elle cherchait à montrer. Ça peut sans doute intéresser pas mal de municipalités qui sont concernées. Ça sera dans une deuxième étape de notre exploration. Mais là, elle en a fait des centaines et des centaines. Elle a fait aussi, mais on ne vous les a pas passées, pas mal de photos au cours de la guerre 14-18, des photos de villes en ruine, notamment Soissons, Reims. Mais on a des interrogations. On a travaillé dessus avec M. Pesan et on n'est pas absolument sûr à 100% qu'elle aurait pris toutes ces photos, sachant qu'on était sur des lieux de guerre qui n'étaient pas facilement accessibles. C'est bien ça. Voilà. Il faut savoir aussi que par rapport aux femmes sur les lieux de guerre, il y avait quand même des femmes qui étaient présentes sur les lieux de guerre pour prendre des photos. C'était rare, mais ça dépendait de la façon dont les militaires locaux acceptaient ou non leur présence. Mais bon, on voit bien qu'elle a réussi à y aller. Et donc ça c'est quand même un élément important. Oui, par exemple, la photographe autrichienne Alice Schalek, elle avait pris un pseudonyme masculin qui était Paul Michaeli, ce qui prouvait que les femmes n'étaient pas forcément bienvenues sur ce terrain. Donc voilà. Elles n'avaient pas la crédibilité nécessaire. Oui. Pour conclure un peu cette photo qui est aussi très très belle au niveau pictural, et qui montre ce qui s'est passé après l'incendie. Parce que pour l'expo sur les moulins, on n'a eu que les photos de l'incendie, mais on n'avait pas les photos de l'après-incendie. Donc dans le cadre du travail de l'association, on fera sans doute soit une exposition, sans doute un ouvrage
qui va pouvoir présenter justement ce qui s'est passé après. Donc là, on vous met un peu l'eau à la bouche pour voir que l'histoire des moulins ne se termine pas dans la nuit du 17 juin 1920, mais qu'elle se poursuit et que Julie a immortalisé ce qui s'est passé après. Oui, c'était assez rare hein, que l'on puisse aller sous les moulins. Il y a le peintre Léon Leroyer qui a fait de très belles œuvres, quasiment vues du même endroit, et où on voit évidemment un spectacle tout à fait différent, avec les pilotis, avec les poutres, etc. Ça serait intéressant d'avoir d'ailleurs la confrontation des deux images. Mais des vues sous les moulins, avec au loin les moulins de l'échelle, on n'a pas tant que ça. Donc voilà, ainsi se termine notre propos pour être dans le timing d'une heure qui nous avait été imposé. Donc je tiens avec Bernard à remercier en particulier la famille de Julie et Jacques Gibert et Dominique Gibert, sa belle-fille, qui ont été vraiment des artisans importants pour arriver à faire connaissance et faire émerger ce fonds. Le musée de la Grande Guerre, Audrey Chex et ses équipes, qui sont là, qu'on peut applaudir pour leur participation. Pierre Corbel également, qui a été moteur pour faire avancer tout ça, et M. Pesan, qui nous a un peu accompagnés pour nous aider à travailler sur l'identification des différentes photos. Et qui doit être assez frustré parce qu'on a utilisé très peu de la matière qu'il nous avait livrée. Mais donc, comme dit Michel, donc voilà, on avait un format. On aura l'occasion d'aller un petit peu plus quand même dans le détail. Le sujet le mérite et le fond également. Donc on espère que vous avez passé un moment agréable et que vous avez découvert donc une Meldoise hors pair. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de la mise en lumière des femmes aujourd'hui. Et franchement, je pense que c'est une femme qui doit être mise en lumière sur Meaux de façon significative parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et je pense que c'est vraiment intéressant de le faire. Et elle a tristement fini sa vie puisqu'elle était paraplégique. L'un de ses petits-fils dit elle, je la vois encore à son bureau, il n'y avait que les mains qui marchaient. Et elle a fait l'exode en 1941 dans une chaise roulante. Donc voilà. Pour conclure, s'il y en a que ça intéresse, donc on a des exemplaires de l'ouvrage sur les moulins, s'il y en a qui ne l'ont pas, éventuellement disponibles, et également un petit document qui présente l'association et qui, éventuellement, s'il y en a qui souhaitent adhérer ou soutenir l'association, c'est également possible. Merci de votre présence et merci de votre écoute. Et sans doute à bientôt pour d'autres aventures. Merci à tous.